Bonjour, mon nom est Edith Charbonneau. C'est moi qui vais vous faire la présentation sur le choix des plantes fourragères dans un contexte de changement climatique. Donc, dans un premier temps, pendant la formation, je vais faire une petite mise en contexte. Ensuite, on va parler des mélanges binaires, du choix des mélanges en contexte climatique actuel, du choix des mélanges en contexte climatique futur. Et on va aussi, vu qu'on va regarder un aspect plus général de la ferme, on va aussi regarder des autres cultures qui sont en rotation sur les fermes laitières. Dans le fond, en 2016, on a fait une enquête pour comprendre la perception des producteurs par rapport au changement climatique. Puis les cultures étaient vraiment considérées comme un des secteurs les plus à risque de subir les conséquences des changements climatiques sur les fermes. Puis par le même, dans le même ordre de grandeur, d'avoir un impact négatif sur les performances des fermes laitières québécoises. Donc, avant de se lancer proprement dit dans le choix des plantes fourragères pour atténuer les problématiques associées au changement climatique, c'est intéressant de faire un petit portrait des changements climatiques. Je vais le garder très bref puisque je sais qu'il y a d'autres formations qui vous ont été données à ce niveau-là. En fait, si on s'attarde plus aux indices agroclimatiques, on s'attend à une augmentation de la durée de la saison de croissance de 11 à 32 jours dans l'horizon 2050. Une augmentation des cumuls d'unités thermiques maïs de 390 à 888, encore dans le même horizon. Puis ici, ce qui est intéressant de garder en tête, c'est qu'avec ces cumuls supplémentaires d'unités thermiques maïs, on peut s'attendre à avoir accès à des hybrides plus performants dans les régions au sud, par exemple pour le maïs et le soya, puis d'avoir la possibilité de faire pousser ce type de plantes dans les régions plus fraîches actuellement. On s'attend aussi à une augmentation du cumul de degrés jour base 5 de 195 à 584 degrés jour accumulés de plus pendant l'année. Ce qui implique que normalement on considère on est en mesure de faire une coupe supplémentaire lorsqu'on a une accumulation supplémentaire d'environ 500 degrés jour. Donc, on peut s'attendre à des coupes supplémentaires pour plusieurs régions au Québec dans le futur au niveau des plantes fourragères. Ici, c'est probablement les bons côtés associés au changement climatique que je viens de vous présenter, donc une augmentation de la saison de croissance, une augmentation des cumuls d'unités thermiques. Par contre, on s'attend aussi à des aspects négatifs. Les principaux aspects négatifs auxquels on s'attend pour nos plantes fourragères, c'est premièrement une augmentation du stress hydrique, puis une augmentation des épisodes de sécheresse au courant de l'été. C'est pas qu'il va y avoir nécessairement moins de pluie sur les champs, c'est plus que la pluie va être répartie de manière différente. Donc, premièrement, plus d'épisodes sans pluie, puis lorsque de la pluie, il pourrait y avoir plus de pluie d'intensité forte, puis moins d'intensité prolongée là, sur plusieurs jours. On s'attend aussi à une augmentation des stress hivernaux. Puis ici, on pense entre autres à une réduction de l'endurcissement à l'automne, donc des automnes qui pourraient être plus frais, moins froids, qui permettent moins aux plantes de se préparer à l'hiver. Une réduction aussi de la quantité de neige au champ. Puis on sait que la neige est un isolant, donc une diminution de la protection par la neige pour nos plantes, ce qui peut, laisser nos plantes plus à risque des températures froides s'il n'y a pas assez de neige pour les protéger. Puis deux, créer une perte d'endurcissement durant l'hiver qui fait que ça prend des températures moins froides pendant l'hiver pour créer une mortalité au niveau des plantes fourragères. Finalement, un autre impact des changements climatiques pour les stress hivernaux, c'est qu'il risque d'avoir plus de pluie hivernale sans couvert de neige, puis on sait que ça a un effet dévastateur sur la survie des plantes fourragères. Ce qui m'amène à vous parler un petit peu des solutions qu'on peut mettre en place pour améliorer la survie de nos plantes, la survie et le choix de nos plantes sur les fermes, je devrais dire. En fait, avant de rentrer proprement dit dans les résultats, je pense que c'est important de s'attarder au choix de faire un mélange. Ici, moi, je vais vous parler principalement des mélanges binaires. Je sais qu'il y a d'autres formations qui vont parler de mélanges plus complexes. Mais dans les mélanges binaires, on va souvent mettre une légumineuse avec une graminée.
Souvent, la légumineuse principale qu'on prend, c'est la luzerne, parce que la luzerne est reconnue pour un rendement et une valeur nutritive intéressante. C'est une bonne source d'azote dans la ration. En plus, ça permet la fixation de l'azote qui réduit les besoins d'avoir des fertilisants azotés. Puis, c'est une plante qui est quand même assez tolérante là, au niveau de la sécheresse et de la chaleur. Par contre, un des aspects négatifs le plus négatif de la luzerne, c'est vraiment au niveau de sa survie à l'hiver, qui dépend de plusieurs facteurs. Puis avec ce qu'on vient de discuter, où que les hivers risquent d'être plus difficiles, ben c'est certain que on est plus à risque si on allait vers des espèces pures en luzerne. C'est que d'avoir un mélange permet de limiter les risques. Au niveau de nos mélanges binaires, on voit beaucoup la fléole des prés actuellement au Québec. Pourquoi? Parce que c'est une espèce qui est historiquement très appréciée. C'est une espèce qui est très bien adaptée au climat frais. Donc, dans le passé, c'était vraiment, elle ressortait du lot par rapport aux autres. Elle a une bonne survie en hiver, très sapide. On sait que les animaux aiment la consommer. Et puis aussi une bonne valeur nutritive au niveau de la formulation des rations. Puis ici, c'est une plante qui est intéressante aussi pour son côté énergétique. Par contre, c'est une plante qui a une faible tolérance à la sécheresse et à la chaleur, puis ce qui se traduit souvent par de faibles regains après la première coupe. Donc, une très bonne première coupe associée à souvent un climat qui est plus frais, donc qui est moins favorable pour d'autres plantes fourragères pérennes, mais pour la fléole des prés, c'est très favorable. Mais lorsqu'on arrive dans les chaleurs d'été, ben, les rendements sont beaucoup moindres. Ce qui nous amène à l'intérêt justement de faire les mélanges. Ici, je vous ai présenté la fléole des prés et la luzerne, mais il y a d'autres choix d'espèces qu'on peut mettre. Mais en fait, ce qu'on sait d'un mélange binaire, c'est que normalement, on a une durée de prairie allongée, puisqu'il y a une synergie entre les espèces qui se font, permettent une meilleure survie à l'hiver, mieux adaptée aux particularités de chaque saison, comme je vous ai parlé. Par exemple, si on fait un mélange luzerne et fléole des prés, ben on bénéficie de la capacité à la fléole des prés de croître rapidement au printemps si c'est frais. Puis, on bénéficie un petit peu plus de la luzerne au milieu de l'été lorsqu'on a des températures plus chaudes et des périodes plus sèches. Il y a donc en plus une synergie au niveau des rendements. Normalement, les rendements du mélange sont supérieurs aux rendements individuels des espèces. C'est ce qu'on s'attend du moins. Puis, entre autres parce qu'il y a une meilleure compétitivité au niveau des mauvaises herbes. C'est une espèce qui a plus de difficultés, l'autre prend le dessus. Donc, tout ça pour dire que d'avoir des espèces, des mélanges, c'est bénéfique aussi, autant au champ que pour l'ensilabilité puis la formulation des rations. Ceci dit, on sait que la fléole des prés est actuellement remise en question dans plusieurs régions du Québec. En fait, les producteurs, la raison pourquoi ils la remettent en question, c'est les rendements moindres au milieu de l'été. Puis, ce qu'on voit aussi dans nos études, c'est que dans le futur, plusieurs études s'accordent pour, au niveau des projections futures, plusieurs études s'accordent sur une réponse plus faible de la fléole des prés comparativement à d'autres plantes fourragères. Ici, je veux pas dire que la fléole des prés bénéficiera pas des changements climatiques, elle va en bénéficier, mais l'augmentation de rendement va être moindre comparativement à d'autres graminées fourragères. Du moins, c'est ce que les projections nous disent dans le futur. Donc, la question, c'est est-ce que la fléole des prés aura toujours sa place lorsque les changements climatiques seront plus présents sur nos fermes? On a voulu mettre plusieurs projets en place pour essayer de trouver des solutions ou du moins d'améliorer les connaissances pour prendre des décisions éclairées sur nos fermes. Donc, le premier projet, c'était d'investiguer la possibilité de faire de la sélection génétique sur la fléole des prés pour la rendre plus résistante justement à la chaleur et aux sécheresses. Je sais qu'il y a une autre formation qui traite de la sélection génétique, c'est que je rentrerai pas dans cet aspect. Tout ce que je peux vous dire, c'est pour l'instant, c'est qu'il y a des résultats très prometteurs. Ensuite, on a évalué les différentes alternatives au mélange luzerne et fléole des prés dans le contexte actuel, donc avec des essais au champ
où on a fait des mélanges avec de la luzerne de différentes graminées pour voir quelle graminée était la plus prometteuse dans le climat actuel. On a par la suite modélisé l'impact de cette modification à l'échelle de la ferme dans le climat actuel. On a projeté aussi ces résultats-là en modélisation, mais cette fois-ci dans le contexte de climat futur à l'échelle de la ferme. Puis, comme on se doutait que la fétuque élevée pouvait être une alternative intéressante à la fléole des prés, mais qui est souvent critiquée pour son appétence, mais on voulait valider l'intérêt au niveau de l'alimentation des vaches en lactation d'utiliser de la fétuque élevée. Donc, si on commence au niveau des essais au champ qu'on a fait avec la fléole, des différents mélanges binaires, toujours en mélange avec la luzerne. Dans le fond, je vais prendre le temps de vous expliquer un petit peu ce graphique. On a nos différents mélanges, donc on voit qu'on a la luzerne tout le temps, puis après ça, on a testé la fléole des prés, la fétuque élevée, la fétuque des prés, le festulolium, le régras et le brome des prés. Donc, chaque couleur représente une espèce différente en mélange de graminées en mélange avec la luzerne. La barre pleine représente la quantité de luzerne dans le mélange. La barre hachurée en diagonale représente la proportion de graminées dans notre mélange, la quantité du moins. Puis la barre picotée représente la proportion de mauvaises herbes, la quantité de mauvaises herbes. Puis lorsqu'on additionne les trois, ben, ça fait notre rendement total. On a fait nos essais dans trois régions du Québec, soit Normandin, Saint-Augustin et Sainte-Anne-de-Bellevue. Puis ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est les résultats au niveau du rendement en matière sèche, de tonnes de matière sèche à l'hectare. Donc, les grandes conclusions qu'on peut en sortir, ben, premièrement, on a deux espèces de graminées qui ont moins bien performé que les autres, qui est le festulolium et le régras. C'est vrai pour la région de Normandin, c'est vrai pour la région de Sainte-Anne-de-Bellevue. On a moins vu cet effet-là au niveau de Saint-Augustin de Desmaures. Ce qu'il faut savoir avec nos deux espèces, soit le festulolium et le régras, c'est que c'est des espèces qui sont plus problématiques lorsqu'il y a qui ont plus de difficultés avec l'hiver, donc des moins bonnes survies à l'hiver. Puis, ça a donné, dans les années où on a fait les essais, que à Saint-Augustin, il y avait une belle couverture de neige, alors que les hivers ont été beaucoup plus durs à Normandin et à Sainte-Anne-de-Bellevue. Ce qui nous amène à penser que du moins les cultivars qu'on a utilisés n'étaient peut-être pas très adaptés aux hivers durs, puis sachant que dans le futur, on risque d'avoir plus de stress hivernaux, notre conclusion est de dire que c'est peut-être pas les espèces à privilégier dans le climat actuel et probablement encore moins dans le climat futur. C'est que vous allez voir dans les résultats qui vont suivre, souvent on n'inclura pas le festulolium et le régras dans nos analyses. Maintenant, si on regarde au niveau des rendements totaux, ce qu'on peut voir, c'est que la fléole des prés, la fétuque élevée, la fétuque des prés, le brome des prés sont des espèces qui s'en sortent quand même très bien, peu importe la région. On a des rendements qui sont élevés. Donc, ce qu'on peut en conclure au niveau du rendement, c'est que dans nos trois régions, la fléole des prés, la fétuque élevée, la fétuque des prés et le brome des prés en mélange avec la luzerne ont très bien performé. Ça devient tous les quatre des alternatives intéressantes pour les fermes laitières du Québec. Puis, l'autre point qui est intéressant au niveau du rendement, c'est de voir que la fléole des prés n'est pas si différente des autres plantes. Donc, elle reste quand même compétitive dans notre climat actuel. Si on passe maintenant au niveau de la valeur nutritive, ici, on regarde les unités nutritives totales, les UNT, qui sont très corrélées à l'énergie de nos fourrages. Puis, ce qu'on peut voir, c'est que le festulolium et le régras avaient des résultats souvent supérieurs au niveau des UNT. Il faut garder en tête, par contre, que la contribution de ces espèces-là au mélange était plus faible, donc on avait une proportion plus élevée de luzerne dans notre mélange.
Puis sinon, si on regarde les autres résultats, donc quand on a des lettres différentes, c'est des résultats significatifs. Peut-être que ce qui ressort le plus, c'est des résultats qui se ressemblent quand même, mais peut-être que le Brome des Prés, pas peut-être, le Brome des Prés dans la région de Saint-Augustin-des-Maures avait quand même un résultat plus intéressant au niveau des unités nutritives totales. Maintenant, si on vient au niveau de la production de lait estimé par hectare, qui est finalement un facteur qui combine un paramètre qui combine et le rendement et la valeur nutritive de nos fourrages, ben, ce qu'on peut voir finalement, c'est que c'est beaucoup plus nuancé. Finalement, au niveau lorsqu'on combine les rendements et la valeur nutritive dans nos différentes régions, ce qu'on peut voir, c'est que, une fois de plus, la fléole des prés, la fétuque élevée, la fétuque des prés et le Brome des prés arrivent avec des résultats très intéressants dans la plupart des régions. Ce qui nous permet de confirmer un petit peu ce qu'on disait au niveau du rendement, que ces 4 plantes sont des alternatives intéressantes en mélange avec la luzerne. On a quand même pris le temps de faire la modélisation à l'échelle de la ferme pour voir d'une manière plus globale, lorsqu'on considère aussi les besoins d'achat de concentré, les superficies nécessaires, est-ce que il y a un des 4 mélanges précédents de graminées avec la luzerne qui est plus intéressant dans le climat actuel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une modélisation à l'échelle de la ferme pour 2 fermes types. Une en Montérégie et une au Bas-Saint-Laurent. Pour la ferme de Montérégie, on a modélisé une ferme avec 100 hectares et 71 vaches. Puis pour la ferme du Bas-Saint-Laurent, 135 hectares et 63 vaches. On s'est vraiment fié sur des résultats typiques moyens de ferme dans chacune des régions pour monter notre ferme. Lorsqu'on comparait nos différentes graminées en mélange avec la luzerne dans nos rotations sur ces différentes fermes-là, ce qu'on voyait, c'est qu'au niveau de la Montérégie, en général, toutes les graminées en mélange avec la luzerne avaient un impact relativement similaire sur le bénéfice net. On voyait quand même des petites variations au niveau des gaz à effet de serre sur la ferme, avec 4,3% qui est de plus pour la fétuque élevée par rapport à la fléole des prés. Puis ici, c'était principalement dû à l'achat de fertilisants qui était supplémentaire, qui était supérieur lorsqu'on avait la fétuque élevée dans nos mélanges. Puis ici, c'est pas nécessairement pour la fétuque élevée, mais c'est plus d'une manière générale sur la ferme. Si on change les rendements, ben il peut y avoir, par exemple, un petit peu plus de maïs ou de soya qui est cultivé, puis ça change les besoins en fertilisants. La fléole des prés restait très compétitive par rapport aux autres, donc il n'y avait pas une des plantes au niveau du bénéfice net, du moins qui ressortait là, comme étant supérieure aux autres. Lorsqu'on a fait notre modélisation au niveau du Bas-Saint-Laurent, la situation est un peu différente. Ici, je vous présente les résultats de la variation du bénéfice net par année lorsqu'on compare les espèces à la fétuque élevée. Pourquoi la fétuque élevée? C'est que c'était la plante fourragère qui avait les rendements qui permettaient le bénéfice net le plus élevé. Donc, au niveau de la fétuque élevée, au niveau des autres plantes, en comparaison à la fétuque élevée, ce qu'on voyait, c'est que la fléole des prés arrivait à un bénéfice net inférieur d'environ 2500 $ par année sur la ferme. Lorsqu'on avait la fétuque des prés en mélange avec la luzerne, c'était plus de 4500 $ en moins au niveau du bénéfice net de la ferme qui était retranché par rapport à la fétuque élevée, en comparaison avec la fétuque élevée. Puis on venait à des valeurs plus près de 3000 $ avec le Brome des prés. Donc, il y avait un avantage économique au mélange fétuque élevée et luzerne. Puis de la même manière, au niveau des gaz à effet de serre, ici, c'était le résultat inverse qu'on a vu, où la fléole des prés était l'espèce en mélange avec la luzerne qui créait le plus de gaz à effet de serre. Puis la raison étant que la ferme au Bas-Saint-Laurent, la production au champ est plus orientée vers l'alimentation du troupeau. Lorsqu'on a des plantes fourragères qui maximisent le rendement, bon, on a plus des aliments produits à la ferme. On importe donc moins de gaz à effet de serre provenant des aliments achetés. Lorsqu'on a la fétuque élevée en comparaison à la fléole des prés.
Donc, on voit que la phétuque élevée a un intérêt, surtout dans la région du Bas-Saint-Laurent. Donc, comme je vous ai dit, il y a des questionnements par rapport à son appétence. On a fait un essai au Centre de recherche en sciences animales de Deschambault où on a testé l'effet du remplacement de la fléole des prés par la phétuque élevée. Puis ça, on l'a fait en espèces pures ou en mélange avec la luzerne, puis on a vérifié l'impact sur les performances laitières. On a aussi voulu vérifier le mode de conservation de la phétuque élevée sur les performances laitières. Ici, l'idée étant que ce qu'on voit dans les différentes études, c'est que l'impact de l'appétence de la phétuque élevée est plus forte lorsqu'on a, par exemple, du pâturage, les moins lorsqu'on a un fourrage humide haché. C'est qu'on a voulu comparer deux types de conservation qu'on voit souvent sur les fermes au Québec, soit à 35% ou à 55% de matière sèche, pour voir s'il y avait un impact sur les performances laitières. Donc, dans notre essai, ce qu'on a comparé, c'est la fléole des prés de type AC Alliance versus la phétuque élevée Courtenay. On a utilisé les fourrages en première coupe qui étaient au stade début épiaison, puis ont été coupés la même journée avec un stade comparable dans les deux espèces. On a mis nos ensilages préfanés dans des silos presse à 35% de matière sèche. Puis on a fait des grosses balles rectangulaires pour l'ensilage demi-sec. Ici, il faut comprendre que lorsqu'on qu'on compare la phétuque élevée en silo presse versus en balle rectangulaire, c'est vraiment tout le mode de conservation dans son entièreté qu'on compare. Donc, il y avait aussi une différence au niveau de la longueur de fibre et une différence au niveau de la matière sèche, puis c'est sûr une différence au niveau de la fermentation dans les deux systèmes. Donc, les traitements qu'on a comparés, premièrement, il y avait tout le temps 70% de fourrage dans nos rations, puis 30% de concentré. Nos traitements, c'était vraiment dans la portion fourragère. Donc, on avait soit 100% de fléole des prés en ensilage préfané, soit 60% de fléole des prés, 40% de luzerne en ensilage préfané, de la phétuque élevée en ensilage préfané, 100%, 60% de phétuque élevée avec 40% de luzerne en ensilage préfané. Puis finalement, on avait de la phétuque élevée à 100% en ensilage demi-sec, qui était notre 5e traitement. Les vaches, c'était des vaches qui étaient en lactation établie, donc on parle de 128 jours en lait en moyenne. Puis l'idée était qu'on voulait être capable de mettre une bonne proportion de fourrage là, dans les rations. Donc, quand on arrive au niveau des résultats, je vais quand même prendre le temps de vous expliquer rapidement les comparaisons qu'on a faites. Premièrement, on a comparé les espèces. Donc, est-ce que lorsqu'on nourrit de la fléole, que ce soit en pur ou en mélangé, on voit une différence par rapport à nourrir de la phétuque, soit en pur ou en mélangé? Est-ce qu'il y avait un impact du mélange? Donc, est-ce que les espèces pures réagissaient différemment du mélange avec la luzerne? Bon, l'interaction entre l'espèce et le mélange. Donc, est-ce qu'on arrive à des résultats différents si on regarde une espèce plutôt que l'autre? Puis, finalement, on avait nos deux derniers traitements qui étaient l'ensilage préfané de phétuque élevée versus l'ensilage demi-sec de phétuque élevée. Puis, notre 5e traitement, finalement, c'est la seule comparaison dans laquelle il a été inclus. Si on regarde le graphique ici à l'écran, c'est la prise alimentaire, mais avant de rentrer dedans, ce qu'il faut voir, c'est qu'en pâle, c'est nos résultats de fléole des prés. En foncé, c'est la phétuque élevée. Lorsque c'est plein, c'est que c'est l'espèce pure. Puis lorsque c'est hachuré, c'est que c'est le mélange. Donc, vous voyez nos 4 ensilages préfanés qui sont un à côté de l'autre. Donc, au niveau de la prise alimentaire, dans le fond, on n'a pas vu d'effet au niveau de l'espèce. Donc, la fléole et la phétuque étaient consommées de manière similaire, que ce soit en espèce pure ou en mélange. Par contre, lorsqu'on regardait l'effet du mélange, on voyait que la consommation de fourrage était plus grande. La prise alimentaire totale était plus grande lorsque les fourrages étaient servis en mélange, comparativement aux espèces pures.
Il y avait aussi un impact significatif qui était au niveau du type d'entreposage de notre fétuque élevé. Donc, lorsqu'on servait une fétuque élevée qui venait d'un ensilage demi-sec, on voyait une prise alimentaire moindre que lorsque ça venait d'un fourrage en ensilage préféré. Maintenant, si on regarde pour le lait corrigé pour le gras et la protéine, dans le fond, ici, on voit qu'il n'y a plus du tout d'effet significatif, que ce soit l'espèce, le mélange ou le type de conservation, le mode de conservation, ce qui nous amène à dire que, du moins lorsque les fourrages sont récoltés au bon stade de récolte, de maturité, il n'y a pas d'effet au niveau de la production laitière des vaches. La fétuque élevée semble aussi performante que la fléole des prés. Ce qu'on nous a expliqué, c'est que certains producteurs ont l'impression que c'est lorsqu'on voit avec un fourrage trop mature qu'on voit peut-être l'effet. De là l'importance de s'assurer d'avoir un fourrage à la bonne maturité lorsque vous le récoltez. Maintenant, si on continue, mais on se projette nos mêmes mélanges, mais dans le futur, dans le fond, ce qu'on a voulu faire, c'est calculer les projections de rendement potentiel des principales associations d'espèces suite au changement climatique. Donc, se projeter dans le futur, puis évaluer l'impact potentiel des changements climatiques sur les résultats technico-économiques et environnementaux des fermes laitières québécoises suite à l'adoption des nouvelles associations fourragères. Donc, reprendre un petit peu l'étude que je vous ai présentée avant au niveau de la modélisation, mais en se projetant dans le futur. Donc, pour commencer, vous devinez qu'il a fallu utiliser des données climatiques pour se projeter dans le futur, pour bien établir l'effet des changements climatiques. En fait, on a utilisé 6 scénarios climatiques qui nous ont été disponibles grâce à la modélisation chez Ouranos, puis qu'on a utilisé 6 dans le climat du futur proche, qui est en jaune à l'écran. Les mêmes 6 qu'on a utilisés dans le futur éloigné, qui est en rouge à l'écran. Puis, on avait tout le temps une période de référence qui représentait un petit peu la température actuelle. Ici, à l'écran, ce que vous voyez, c'est les résultats pour le Bas-Saint-Laurent, avec les couleurs, les barres de couleurs qui représentent l'accumulation de degrés jour en fonction de nos différents scénarios climatiques. Puis, la ligne noire ici, c'est plutôt la longueur de la saison de croissance. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que dans le futur proche, on avait différents scénarios qui avaient tous une accumulation de degrés jour supérieure à notre période de référence, puis une longueur de la saison de croissance aussi supérieure. Puis on avait une certaine variabilité dans nos scénarios, puis c'était ce qu'on recherchait, puisqu'il y a une incertitude dans le climat futur, c'est que c'est important de considérer plus qu'un scénario climatique pour capter cette incertitude-là. Ici, quand on se projette dans le futur éloigné, on voit l'impact encore plus grand de l'incertitude où, en général, notre futur éloigné on a des accumulations de degrés jour et des longueurs de croissance supérieures à notre futur rapproché. Mais en fait, c'est pas tous nos scénarios climatiques qui arrivent au même résultat. C'est exactement ce qu'on recherchait. Ici, on a le même graphique au niveau de la Montérégie, puis une fois de plus, on voit les mêmes tendances où, dans le futur, on s'attend à avoir une accumulation de degrés jour, puis des longueurs de saison de croissance qui augmentent, puis une fois de plus, notre futur éloigné a des résultats plus élevés que notre futur rapproché. Donc, on rentre maintenant dans les résultats de nos projections au niveau des rendements. Ici, je vais vous expliquer un petit peu le graphique pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc, c'est des rendements en tonnes de matière sèche à l'hectare. Une fois de plus, en vert, on a notre période de référence. En jaune, on a le futur proche. En rouge, le futur éloigné. Puis le gradient entre les couleurs montre l'intensité de réchauffement. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé nos différents scénarios climatiques par un résultat agronomique. Donc,
On a projeté le nombre de coupes qui était possible de faire par scénario climatique, puis on a regroupé nos résultats pour les scénarios agronomiques qui avaient des résultats similaires. Ici, c'est des graphiques en boîte à moustache qu'on appelle. Donc, pour bien l'interpréter, ce qu'il faut savoir, bon, premièrement, le X, c'est notre moyenne pour chacun de nos modélisations, de nos projections futures. Le carré représente la variation entre le 25e et le 75e percentile. Donc, on parle de 50% des résultats obtenus étaient dans l'intervalle de la boîte. Le centre, la ligne au centre de la boîte, plus ou moins au centre, c'est la médiane qui était obtenue. Puis, les moustaches, l'extrémité des moustaches représente les valeurs min et max avec les points qui représentent vraiment des valeurs plus extrêmes. Donc, ce qu'on peut voir si on interprète un petit peu nos résultats, premièrement, la boîte verte, qui est le moment de référence, obtient pour toutes les différentes espèces. Donc, j'ai oublié de dire, ici, on voit que chacun des espèces est une à côté de l'autre. Donc, on a la fléole des prés, mais en mélange avec la luzerne avec la fétuque élevée, la luzerne avec la fétuque des prés et la luzerne avec le brome des prés. Donc, au niveau des rendements, si on s'attarde au Bas-Saint-Laurent, premièrement, le contexte de changement climatique amène des augmentations au niveau des rendements. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les marches d'augmentation sont vraiment associées à une augmentation du nombre de coupes. Donc, un scénario climatique futur qui n'a pas d'augmentation de nombre de coupes, amène, oui, une augmentation de rendement, mais quand même relativement faible comparativement lorsqu'il y a la possibilité de faire une coupe supplémentaire. C'est la même chose entre le futur rapproché et le futur éloigné. C'est vraiment la coupe supplémentaire qui fait la différence. Donc, aussitôt qu'on a la possibilité de faire une coupe supplémentaire, on s'attend à des rendements supérieurs, puis c'est toujours le cas dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est des rendements au niveau des plantes fourragères pérennes, on s'attendrait à ce qu'ils augmentent au Bas-Saint-Laurent. Par contre, lorsqu'on regarde au niveau de la Montérégie, c'est un portrait quand même un petit peu différent qu'on voit. Oui, la première marche entre le futur la période de référence puis le futur proche est importante, puis elle a une augmentation. Puis ici, une fois de plus, c'est relié à une coupe supplémentaire entre la période de référence et le futur rapproché. Si vous voyez qu'il n'y a pas deux barres pour la Montérégie, c'est que dans ce cas-ci, les scénarios étaient plus similaires, puis c'était plus logique de les réunir en un seul futur rapproché. Par contre, proche. Par contre, lorsqu'on va dans le futur éloigné, on voit, la partie modérée du futur éloigné reste sensiblement comparable à notre futur proche. Par contre, on voit que dans le futur éloigné, on commence à avoir une inflexion dans nos rendements. Donc, finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que en Montérégie, qui est déjà dans un climat qui est plus propice à la production de plantes fourragères, ou du moins qui permet de faire des coupes supplémentaires déjà par rapport au Saint-Laurent, mais on commence dans le futur éloigné ici à voir les effets néfastes plus forts des changements climatiques. Donc, même si la longueur de la période de croissance puis que l'accumulation de degrés jour augmente, les problèmes de sécheresse puis de température élevée commencent à surpasser l'impact positif qu'on voyait de l'augmentation du nombre de coupes. Maintenant, si on passe au niveau de la valeur nutritive, mais ce qu'on voit, c'est que dans les projections, la luzerne étant souvent bien adaptée aux températures plus chaudes et sèches, elle a tendance à prendre un petit peu plus de place dans les mélanges, ce qui a un impact sur la valeur nutritive, surtout au niveau de la protéine et de la fibre, puisqu'on sait que les légumineuses ont souvent plus de protéines et moins de fibres que les graminées. Maintenant, si on passe au niveau des projections de rendement, mais cette fois-ci pour les cultures annuelles, ici, ce qu'on voit, c'est les mêmes gradients de couleurs et les mêmes types de tableaux que précédemment. Par contre, au niveau des résultats présentés, on a les céréales à paille pour commencer, le soya par la suite, le maïs-grain et l'ensilage de maïs. Puis vous voyez, l'échelle est différente pour le maïs-grain et l'ensilage de maïs, puisqu'on n'est pas dans la même gamme de rendement.
Dans le fond, ce qu'on peut voir, premièrement, au niveau des céréales à paille, pour nos deux régions, on a très peu de modifications de rendement. Ce qui est logique parce que c'est des plantes qui sont bien adaptées au climat frais qu'on a actuellement. Puis l'augmentation des changements climatiques est moins bénéfique pour ces plantes-là. Ensuite, on voit au niveau du soya, au niveau de la Montérégie, on s'attend à une augmentation de rendement. Par contre, il faut peut-être mettre un petit bémol ici où notre modèle ne considère pas super bien les pestes, donc les mauvaises herbes et les insectes, puis on sait que ça va augmenter dans le futur. Donc peut-être que oui, une augmentation de rendement, mais peut-être pas de l'ampleur qui est modélisée ici. Ce qui est intéressant de voir, par contre, c'est qu'au Bas-Saint-Laurent, dans la période de référence, comme dans la période du futur proche modéré, il n'y a pas l'option vraiment de faire du soya avec des rendements intéressants, alors que à partir de notre futur proche plus intensif, et puis nos deux scénarios de futur éloigné, donc c'est possible d'introduire le soya dans notre région du Bas-Saint-Laurent. Puis ici, il faut penser que notre Bas-Saint-Laurent qu'on a modélisé, c'est plus près de Rimouski que de Québec. Donc, on est quand même dans un climat relativement frais pour l'instant. Puis de penser faire du soya dans ces régions-là, c'est vraiment une grosse différence sur ces fermes. Au niveau du maïs, un petit peu la même chose au niveau du Bas-Saint-Laurent. Pour le maïs grain, dans le futur, avec les changements climatiques, on peut s'attendre à ce que cette culture-là s'introduise sur les fermes. Alors qu'au niveau du maïs grain pour la Montérégie, on voit un petit peu les mêmes résultats qu'on a vus pour les plantes fourragères. Donc au début, on s'attend à une augmentation de rendement, mais avec le temps, les scénarios plus importants de changement climatique, on commence à avoir des effets néfastes associés aux températures et aux sécheresses pour le maïs grain. Maintenant, si on passe au niveau de l'ensilage de maïs, une fois de plus, il y a une augmentation quand même assez importante au niveau du Bas-Saint-Laurent, alors qu'on voit une fois de plus le même principe où les scénarios plus extrêmes, on commence à avoir des rendements diminuer. Puis aussi, l'autre point qui est peut-être intéressant de voir avec l'ensilage de maïs, c'est nos fameuses moustaches qui augmentent avec l'intensité de nos scénarios climatiques. Ce qu'il faut en déduire de ça, c'est qu'il y a plus de variabilité interannuelle. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Même si on a des rendements qui peuvent potentiellement être supérieurs certaines années, s'il y a beaucoup de variabilité d'une année à l'autre, c'est pas des conditions qui sont non plus très intéressantes pour les producteurs. Au niveau, là, on a repris ces résultats-là, puis on les amenés à l'échelle de la ferme pour voir l'impact sur le bénéfice net de la ferme. Puis ici, on garde en tête que on considère les aliments achetés, les aliments vendus, on considère les besoins en engrais. C'est que c'est vraiment la ferme dans son ensemble qui est modélisée. Et ici, on a les résultats pour le Bas-Saint-Laurent avec la même thématique de couleur. Puis ici, vous voyez là, le mélange luzerne-fléole-des-prés, mélange luzerne-fétuque élevé, fétuque-des-prés, brome-des-prés, toujours en mélange avec la luzerne. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est peut-être la progression dans le temps. C'est ce qui est le plus majeur. En fait, ce qu'on peut voir au niveau du bénéfice net des fermes par 100 kg de lait corrigé pour le gras et la protéine, c'est que entre la période de référence et le futur proche, c'est vraiment un effet de rendement des cultures qui fait la différence au niveau du bénéfice net. Donc, le fait d'être capable de faire une coupe de plus des plantes fourragères pérennes vient augmenter le bénéfice net de la ferme. C'est l'étape la plus importante. Lorsqu'on regarde par rapport au futur éloigné, la grosse marche qu'on voit, c'est vraiment la possibilité d'inclure des cultures comme le maïs et le soya et d'augmenter la vente de cultures et de diminuer beaucoup les aliments achetés sur la ferme. Donc, c'est vraiment l'impact qu'on voit le plus important dans nos scénarios au niveau du bénéfice net. Entre les espèces fourragères, on avait vu dans le climat actuel qu'il y avait une amélioration du bénéfice net avec la fétuque élevée, puis ça se traduit encore dans le futur où on voit une tendance à avoir une augmentation du bénéfice net entre nos scénarios incluant nos différentes espèces fourragères. Au niveau des gaz à effet de serre, il y avait peu de variations entre les mélanges, mais
une diminution importante de ceux alloués à la production laitière dans les scénarios futurs. Puis une fois de plus, il faut penser que ça vient de la réduction de l'importation des aliments, donc on importe moins de gaz à effet de serre par l'achat d'aliments. Puis en plus, on vend des cultures, donc la proportion des gaz à effet de serre attribuée à la vente de lait diminue puisque les cultures commencent à prendre plus d'importance sur les fermes. Donc on diversifie un peu la production. Maintenant, si on regarde au niveau de notre ferme dans un climat plus chaud, qui est la Montérégie qu'on a modélisé, puis ici, vous comprenez que climat plus chaud, Montérégie, oui, c'est la Montérégie, mais des fermes près de la Montérégie peuvent comprendre que les résultats risquent d'être similaires. Puis la même chose, celles près du Bas-Saint-Laurent peuvent regarder, ou avec des climats qui se rapprochent de ceux du Bas-Saint-Laurent, peuvent regarder les résultats de celles du Bas-Saint-Laurent. Donc, au niveau des bénéfices nets par 100 kg de lait corrigé pour le gras et la protéine, ici, on voit un petit peu des résultats comparables à ceux du rendement. Donc, entre la période de référence en vert et le futur proche, on voit un gros impact sur le bénéfice net de la ferme qui vient du nombre de coupes supplémentaires qui est positif sur le rendement. Puis, vu que le futur éloigné modéré on a des attentes à peu près similaires au niveau du nombre de coupes, ben, on avait un effet aussi positif sur le rendement qui se ressemble. Donc, en futur proche et modéré, c'est quand même, on voit les bénéfices des changements climatiques sur le bénéfice net de la ferme. Par contre, en Montérégie, on commence à voir les effets néfastes pour le scénario en futur éloigné plus intensif. Puis ici, même si on était capable de faire 5 coupes plutôt que 4, ben le fait que c'est des températures plus chaudes et plus propices à la sécheresse l'été, même avec une coupe supplémentaire, on fait plus de rendement, du moins on fait plus de bénéfices supplémentaires par rapport à la ferme qui aurait un climat plus doux. Donc, même si à court terme, ça peut être intéressant, on voit que l'impact est très négatif des changements climatiques, non seulement sur la variabilité et les conditions plus extrêmes qu'on s'attend dans le futur, mais dans le futur lointain, ben, on peut voir des effets néfastes au niveau des rendements, même avec une coupe supplémentaire. Au niveau des gaz à effet de serre, il y avait une fois de plus peu de variation entre les mélanges, mais on augmentait ceux alloués à la production laitière dans le scénario futur. Dans le fond, c'est ça, si on a l'opportunité de produire plus, mais que on achète aussi plus d'aliments pour la ferme. Si on vend plus, souvent on va acheter plus de sous-produits, par exemple, pour nourrir les animaux. Il peut y avoir une production de gaz à effet de serre qui est supplémentaire, malgré le fait que globalement, l'efficacité de la ferme augmente. Donc, en conclusion, je tiens à ramener un petit peu l'idée de l'enquête qu'on a faite au niveau des producteurs. La perception des producteurs, c'était que oui, les changements climatiques allaient avoir un impact sur leur ferme, qui aurait besoin d'adaptation, mais que c'est pas perçu comme étant insurmontable puisque les producteurs sont déjà habitués, ils ont une grande capacité d'adaptation au niveau de la météo. C'est peut-être de bien les outiller pour leur permettre de prendre des décisions éclairées, mais c'était pas vu comme étant insurmontable. Ce qu'on a vu dans la présentation, c'est que les changements climatiques peuvent amener des opportunités, malgré les défis supplémentaires que ça amène. Il y a certaines adaptations qui sont possibles au champ. Le choix des graminées fourragères qui est bien adapté à la ferme. On a vu que la fétuque élevée, la fétuque des prés, le brome des prés étaient des alternatives intéressantes à la fléole des prés. La fétuque élevée semblait plus intéressante dans certaines régions d'un point de vue monétaire et de gaz à effet de serre. Donc, ça devient une alternative intéressante. Puis même si les producteurs ont souvent l'impression que ça peut réduire la productivité, si elle est faite au bon stade, on a vu qu'on arrivait avec des résultats similaires à la fléole des prés à l'étable. Donc, ça devient vraiment une plante intéressante. La fléole des prés est encore compétitive en mélange avec la luzerne. On l'a vu, elle était beaucoup moins
en arrière que ce qu'on aurait pu penser avec les résultats des études précédentes. Donc, ça reste une plante à considérer même dans le futur, surtout si on a affaire avec des printemps frais, ben ça reste une option qui permet d'avoir des rendements intéressants au printemps. Puis c'est sûr que tous les gains qui vont être faits au niveau génétique pour la fléole des prés, puis pour la luzerne, la survie l'hiver, ben ça va être très intéressant, je crois, pour les producteurs dans le futur. Puis c'est des choses à considérer, à regarder. Vous devinez que ce type d'études-là a demandé beaucoup de personnes. Donc, on a eu beaucoup d'étudiants et stagiaires postdoctoraux qui ont travaillé avec nous. Aussi beaucoup de collaborateurs, que ce soit avec Ouranos ou avec Agriculture Canada et McGill, qui ont contribué aux différentes études. Puis, bien sûr, il a fallu financer ces études-là. Puis, je tiens à remercier tous nos collaborateurs financiers qui ont rendu possible les résultats que je vous ai présentés. Là-dessus, je vous remercie beaucoup. Puis, j'espère que vous avez appris pendant cette formation.